Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de New Hasbara. Alors, nous avons déjà exploré de multiples contrées et nous allons continuer dans notre environnement favori, le Proche et le Moyen-Orient. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Avi. Avi, présente-toi. Géopolitologue, modeste, mais heureux d'être ici. Ça fait plaisir, le plaisir est partagé en tout cas. Avi et moi-même allons aborder peut-être un des sujets les plus brûlants de l'histoire moyen-orientale, qui est diablement d'actualité à travers les récents événements qui se sont déroulés, que ce soit en Israël ou même tout autour. On parle de la Syrie, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et de beaucoup d'autres contrées. Nous allons aborder le sujet du nationalisme arabe tout au long de son histoire et ses conséquences directes aujourd'hui sur la cause palestinienne et tout ce qu'il y a autour. Alors, on va peut-être rappeler d'abord les origines de ce nationalisme en particulier. Oui, déjà on pourrait parler de l'Empire ottoman. C'est la base et c'est bien parce qu'on commence là où on a terminé la dernière fois. Absolument. Parler de l'Empire ottoman et si on se réfère à l'histoire, peut-être même des empires qui ont influencé l'Empire ottoman. Et peut-être que là, on peut commencer à comprendre que le nationalisme peut-être a eu une préhistoire avant qu'elle devienne plus concrète dans les années 60. C'est sûr. Remonter l'ensemble de l'échelle de l'histoire nous permettra de comprendre l'origine et de voir exactement comment tout était peut-être inscrit au début de la lancée du mouvement. Quand on parle de nationalisme, nous, en tant que personnes de culture européenne, on a souvent cette tendance à imaginer un petit peu le mouvement du 19e siècle qui a eu lieu en Europe avec le printemps des peuples, avec tout ce qui a causé l'explosion, on va dire, des nations européennes. Et on s'aperçoit que paradoxalement, ce mouvement-là n'a pas été anodin également justement dans l'Empire ottoman. Oui, il y avait, le concept d'État-nation était déjà subliminal, en tous les cas, dans ce qu'il avait de précurseur, qu'il avait de naissant, et qui va influencer, mais pas vraiment, pas réellement, pas à la même sauce, si je puis dire, ce qui devient au XIXe siècle l'homme malade, de l'Europe, à savoir l'Empire ottoman. Alors, c'est une excellente expression, l'homme malade de l'Europe. Le truc, c'est que si l'homme est malade en Europe, il est aussi malade en Asie mineure et en Arabie et en Afrique du Nord. Et justement, le dénominateur commun des populations qui sont dominées par l'Empire ottoman, c'est d'être arabe d'une part, en termes de culture, et globalement, majoritairement, on verra qu'il y a de grosses exceptions, mais musulmane, sunnite. Donc il y a une double suggestion à l'Empire ottoman, il y a une suggestion militaire, les Ottomans sont là, ils flinguent tout ce qui bouge et qui réclame son indépendance. C'est vrai pour les nations européennes comme la Grèce, comme la Bulgarie, mais c'est aussi vrai pour les Arabes. Et les Saoudiens, les Saouds, vont la prendre à leur dépens au début du XIXe siècle. Mais il y a aussi une suggestion religieuse. L'empereur ottoman, le sultan, possède à la fois les titres d'empereur, en grec, autocrator, il a gardé le titre des empereurs de Byzance, il possède le titre de sultan comme chef de guerre de la nation turque, mais il possède également le titre de calife, de commandeur des croyants. C'est vers lui que se tournent toutes les prières de l'islam sunnite, qu'on soit turc, arabe ou d'autres ethnies musulmanes sunnites. Et est-ce que cette suggestion religieuse va avoir pendant longtemps un effet retardateur du nationalisme ? On peut dire qu'il va y avoir un effet retardateur. Puisque finalement, influencé par les puissances occidentales, on va plutôt se diriger vers des substrats politiques, idéologiques, et on y reviendra certainement, mais quand on parle du parti Baas, qui va être fondamental, on voit bien ici qu'il y a, puis après du nasserisme, on voit bien qu'il y a effectivement ici quelque chose qui va être retardé, mais qui en même temps est déjà aussi, la graine a été semée à partir des années 20, notamment quand la dynastie hachémite va subir les problèmes de circulation, finalement, d'éjection de ces lieux d'origine
à savoir que à l'origine, ils étaient quand même gardiens de la Mecque et qu'ils vont être éjectés de ce rôle fondamental, rôle religieux mais en même temps politique. Là, on voit bien qu'il y a déjà les graines quand même de la religion, puisque c'est les Saouds qui vont être choisis, mais en même temps retardateurs, parce qu'il faudra attendre quand même quelques années. Et peut-être les accords Saïx-Picot vont jouer un rôle important pour justement aider à ce retard. Un double effet. Hein. Au début de ton énoncé, tu as pointé peut-être les deux pôles du nationalisme arabe en devenir. Tu les as bien mis en évidence. D'un côté, l'Égypte, et de l'autre côté, un pôle syro-libanais avec le parti Baas, qui commence bien avant, hein, avec Michel Aflaq, avec des chrétiens, paradoxalement, qui vont instrumentaliser, on va dire, la culture arabe au sens laïque du terme, le côté très laïque, et un côté peut-être égyptien un peu plus, on va dire, au départ, en phase avec la religion, en phase avec les autorités sunnites. On va rappeler la personnalité de Mehmet Ali, hein, qui va s'opposer à l'intérieur de l'Empire ottoman et qui va créer, entre guillemets, les ferments de la nation égyptienne. Donc on va se retrouver avec les deux pôles au début du XXe siècle. Un pôle en Égypte très fort, avec notamment le mouvement de la Nahda, la Renaissance, et un pôle syro-libanais très important chez les classes aisées, alaouites, chrétiennes, aussi sunnites, mais paradoxalement un peu en marge de ce mouvement religieux, un peu, comme tu as dit, avec un effet retardataire, et qui va trouver sa pleine expression dans le désarroi des Hachémites, qui n'auront pas les fruits promis. Donc on a un nationalisme arabe qui, avec les Hachémites, allait plutôt dans le sens des puissances occidentales. En gros, on fait la guerre, la Première Guerre mondiale, contre les Turcs, on se rebelle contre eux avec les Anglais, avec les Français, comme des frères, main dans la main. On va rappeler la figure de Laurence d'Arabie. Voilà. Et de l'autre côté, lorsque les promesses ne sont pas tenues, ce nationalisme-là va être déçu et va laisser le champ net au nationalisme syro-libanais laïque et au nationalisme égyptien, qui vont devenir les deux pôles d'influence du monde arabe. Est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement, le nationalisme arabe, tel qu'il va être en tous les cas incarné par Gamal Abdel Nasser, c'est pas une réponse aux puissances occidentales qui, écoutez, vous nous avez découpé en morceaux, et tel un corps démembré, eh bien, nous on veut lui redonner vie, on veut lui redonner une substance. Et finalement, on peut comprendre qu'il y ait cette volonté panarabique, mais que dans le même temps, on ne parle pas des mêmes influences non plus. Il reste quand même l'influence britannique importante, comme il y aura aussi l'influence française, avec peut-être aussi un autre paramètre. Peut-on parler de Première et Deuxième Guerre mondiale qui vont jouer un rôle aussi dans ces... Fondamental, il n'y a pas de doute. Ces deux guerres mondiales, on pourrait dire que la collaboration des puissances occidentales, par exemple de la France et de l'Angleterre, commence avec les accords Saïs-Picot et meurt à Suez en 1956. Et entre les deux, tu as bien ciblé, hein, il y a la Première Guerre mondiale, en tout cas la fin de la Première Guerre mondiale, et la Seconde Guerre mondiale qui va achever le mythe de la puissance occidentale qui n'a aucun compte à rendre. Le fait, par exemple, de voir des Français se battre contre des Français sous les yeux incrédules des Syriens qui, 20 ans plus tôt, s'étaient fait massacrer par Gouraud. Ils voient maintenant les Français libres de Gaulle attaquer les Français libres de Vichy en Syrie, dans des batailles rangées, batailles qui vont impliquer également la participation d'un acteur qui va cristalliser peut-être le panarabisme à la fin des années 40, le nationalisme juif, le sionisme. Et pourquoi je rappelle ça ? Parce que Moshe Dayan va être blessé pendant ses engagements contre les troupes françaises de Vichy, devant des nationalistes arabes qui se disent « Attendez, on a plusieurs acteurs sur le terrain, on a des Français qui sont pro-nazis, et les Allemands d'ailleurs vont aider, hein, les insurrections arabes contre les Français, contre les Anglais, surtout contre les Anglais. Et de l'autre côté, on a des Juifs qui sont venus s'installer et qui, par leur simple présence dans un territoire entre la Méditerranée et la mer Rouge,
brise le continuum du nationalisme arabe, brise la continuité de l'État, brise tout simplement le lien entre les deux pôles, l'Égypte et la Syrie. Est-ce que c'est pas, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'émergence de l'État d'Israël qui va cristalliser le nationalisme arabe? Où est-ce qu'on pourrait remonter peut-être aux accords Sykes-Picot qui vont être discutés bien avant les années 20 et la conférence de San Remo ici est déjà une supercherie puisque dès 1917, nous le savons maintenant, déjà on est en train de se préoccuper du découpage justement de cette partie entre le croissant fertile et la Syrie-Palestine. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas déjà les germes là de quelque chose qui allait bien sûr susciter l'antagonisme, mais dans le même temps susciter aussi, encourager l'incompréhension, puisqu'on a eu quand même un épisode miraculeux, au sens que le disait mon maître Léon Ashkenazi, quand il parlait définition du miracle, un phénomène qui brise une habitude. On pensait que ce n'était pas possible que des sionistes puissent s'entendre avec des Arabes, et voilà que des Arabes du Hijaz, et notamment donc la famille hachémite, sont prêts à s'entendre. On pense à quelque chose d'intéressant, puisque on est quand même à l'époque dans le croissant fertile. On pense à quelque chose d'important, de quelque chose de providentiel, finalement. C'est purement providentiel. Surtout, rappelons qu'au moment où ils signent l'accord auquel tu fais référence, l'accord Faisal-Weizmann, entre Faisal, le représentant de la dynastie hachémite, et Weizmann, le secrétaire général de l'agence juive, ils sont encore les gardiens des lieux saints. Ils parlent pas peut-être au nom d'un commandeur des croyants comme l'empereur à Constantinople, comme le sultan, comme le calife, mais ils sont les gardiens physiques de la Mecque et de Médine, et ils ont entre leurs mains le capital de l'ensemble du monde arabe autour de ce qu'il a de plus sacré. Donc cet accord-là va être malheureusement gaspillé, raté, probablement par la faute des puissances occidentales, et va être définitivement raturé par l'influence d'un homme qui va cristalliser le nationalisme arabe dans sa version la plus moderne, dans sa version la plus aboutie, on va dire, en termes de contenu idéologique. C'est la cause palestinienne, qui n'existe pas encore en tant que telle. Elle existe comme cause arabe contre les sionistes, mais Haj Amin al-Hussein va justement cristalliser, va prendre tout le ressentiment du monde arabe et va le cristalliser contre le Yishuv, contre les implantations juives, justement, dans ce territoire-là. En quelque sorte, il faisait ce que d'autres ont fait ou ont été amenés à faire quand les Séouds ont été choisis, les Wahhabites ont été choisis davantage que les autres, alors qu'ils étaient particulièrement orthodoxes et plutôt sanguinaires, au détriment justement de cette dynastie du Hejaz, dont on savait qu'il y avait une possibilité d'entente avec une histoire derrière. Voilà qu'on se retrouve devant un choix peut-être pas malheureux pour les Britanniques, mais malencontreux en tous les cas pour la région. C'est peut-être ça, en fait, la question la plus cachée, la plus apparente derrière toutes ces ensembles de questions, c'est la question fondamentale sur le nationalisme arabe. Est-ce qu'au fond, sa plus grande malédiction, qui là est en train d'être enrayée actuellement de nos jours, mais sa plus grande malédiction, ça n'a pas été d'être toujours soumis à la loi du plus extrémiste, de la surenchère de l'extrémisme contre les Anglais, contre les Français, contre les Juifs. Et il se trouve qu'une fois que toutes les minorités ethniques et tous les pouvoirs politiques étrangers ont été éliminés par la nature des choses, ça n'a pas été toujours l'extrémisme qui s'est vendu le plus, qui a toujours été dans la surenchère pour expulser, on va dire, l'État d'Israël et, dans une moindre mesure, les chrétiens du Liban. On peut le dire d'ailleurs, parce qu'effectivement, tout à l'heure, quand je parlais de découpage et de ressentiment de ce découpage, les Libanais, et notamment maronites, pendant très longtemps,
ont voulu refuser justement qu'il puisse y avoir un arabisme, donc un panarabisme qui viendrait donc remettre en question le choix, l'orientation pro-occidentale du Liban. Donc on est déjà ici dans une problématique antagoniste. Et puis, il va y avoir également entre le parti basse et bien sûr l'émergence, puisqu'on est à peu près dans les mêmes années, enfin en tous les cas dans la même décennie, du nasserisme, il va y avoir donc effectivement là aussi antagonisme. Alors finalement on découvre qu'il y a des membres qui ont peut-être pris trop l'habitude d'être autonomes, de vivre une autonomie particulière, et que le nationalisme va s'interpréter de manière un peu différente, même si on retrouvera le parti basse en Irak autant qu'en Syrie, il n'empêche qu'il n'avait pas du tout la même nature. Ils vont même être opposés à un moment entre les deux pays, alors que c'était le même parti, les partis frères. Il y a, dans le nationalisme arabe, un ferment d'unité qui va cultiver, on va dire, qui va cultiver cet extrémisme et qui va culminer en direction des empêcheurs de tourner en rond, de ceux qui brisent la continuité géographique de l'espace arabe, l'État d'Israël. Et en 1967, il va y avoir une unité extraordinaire de façade. Je parle en tout cas pour mai 1967. Juin, après la guerre, ce sera autre chose. Mais en mai 1967, il y a une réconciliation de tous les opposés dans le monde arabe qui est proprement magnifique. En tout cas, si on est arabe, c'est-à-dire du Maroc jusqu'au Golfe Persique, c'est la même voix, c'est la même volonté, ce sont les mêmes expressions, ce sont les mêmes chansons. Pensez Doul Kaltoum, Edbah, Égorge, qui va faire l'unanimité dans tout le monde arabe contre l'ennemi sioniste. Et au-dessus de la mêlée, et comme véritable, on va dire, chef d'orchestre de cet ensemble, il y a un homme dont le nom, pour quelques années, va se confondre avec le panarabisme. On parle de, comme tu l'as évoqué, Gamal Abdel Nasser. Est-ce que Nasser n'a pas raté son pari en 67 face à Israël, mais aussi face au Yémen, au même moment où il mène la guerre au Yémen, en échouant à réunir tout le monde arabe sous sa coupe? D'abord, il a eu du mal à représenter, et notamment vis-à-vis du parti basse, à pouvoir faire l'unité entre l'Égypte et les pays du croissant fertile. Il y avait déjà des germes qui étaient naturellement antagonistes, mais qui en plus étaient encouragés par ce qui restait des empires. Donc, un des points peut-être les plus cruciaux pour comprendre finalement ce que semble avoir réussi Gamal Abdel Nasser, mais qui finalement, on le verra dans quelques années suivantes, eh bien, aura échoué, c'est le choix de l'Union soviétique finalement comme parrain de son panarabisme, mais qui va déclencher eh bien, le choix occidental, soi-disant allié des sionistes, contre lui. Donc finalement, on est déjà avec un homme qui émerge, certes, un lion, c'était son surnom, oui, mais quand il gagne, d'accord. La crise de Suez, il nationalise, il apparaît comme un héros, il dit non à Israël, très bien, sauf que il se subordonne. Et dès lors qu'il commence à se subordonner, ça crée effectivement donc des aveux de faiblesse, des mouvements d'affaiblissement du régime, et finalement, il ne finira pas par la petite porte quand même de l'histoire, parce qu'il a laissé son nom dans cette période de l'histoire, mais ce n'était pas en tous les cas le pari qu'il avait enclenché. C'est exactement ça. On a l'impression que ce pas manqué de Nasser va mener à toute la décennie des années 70, qui va être une remise en cause profonde pour le nationalisme et pour le monde arabe tout court. D'abord parce que le successeur de Nasser lui-même va commettre l'irréparable, l'impensable, aller directement à Jérusalem voir Menachem Begin, un homme de droite, un faucon, et négocier avec lui la paix, donc premier accroc à l'unité du monde arabe.
Deuxième accro, il va y avoir énormément de recrudescence de la guerre froide. Ça va opposer les Arabes qui sont plutôt du côté soviétique, et les Arabes, je pense notamment aux Syriens, hein, et les Arabes qui sont plutôt du côté américain. On peut commencer par le Maroc et la Jordanie qui est plutôt occidentalisée, et le pacte fameux entre l'Arabie saoudite et les États-Unis qui va s'affermir au fur et à mesure des crises pétrolières. Et on va avoir deux événements à la fin de la décennie qui vont profondément remettre le religieux. On a l'impression que le nationalisme arabe s'était très laïcisé, il y avait une courbe laïque dès le départ. Le monde arabe va revenir au religieux à travers deux événements. Un événement sunnite, l'invasion soviétique de l'Afghanistan, qui va amener des Saoudiens, des Jordaniens, des Syriens, des Tunisiens, des Algériens, des Égyptiens à aller se battre contre l'envahisseur soviétique. Et de l'autre côté, la révolution iranienne, une révolution chiite, non arabe, qui va viser le leadership en terre d'islam et qui va aller tailler, on va dire, des croupières au nationalisme arabe dans ses sanctuaires les plus secrets. La Syrie, le Liban, le Yémen, et on voit encore aujourd'hui ces crises allumées par le chiisme, par l'expression de Velayat el-Fakir, le principe de consécration du guide de la révolution, qui va battre en brèche la culture arabe. Parce que cette fois-ci, c'est une culture perse qu'on a, c'est une culture en farsi. Les combattants du Hezbollah au Liban font des stages et parlent le perse. De la même manière, les Houthis au Yémen, de la même manière, les milices chiites en Irak. Le cœur du nationalisme arabe va être battu en brèche par une révolution et chiite et iranienne. C'est déjà une grande négation, on va dire, de cet effort nationaliste arabe. Il y a quelque chose qui nous ramène à une réalité. C'est quand on examine finalement d'où sont originaires des gens comme Mehmet Ali, albanais, d'où viennent des gens comme Yasser Arafat, d'où viennent finalement. On voit ici que leur nationalisme, leurs idéologies, finalement, elles sont largement imprégnées par différents parrains. Et parfois d'ailleurs avec le corollaire mafieux qui l'accompagne. Mais on voit quand même que déjà, il y a quelque chose qui leur échappe. Déjà, il y a quelque chose qui leur échappe. Et finalement, on se dit que peut-être l'échec d'une rencontre entre le monde arabe et Israël se situe justement dans cette histoire-là où l'origine a été un petit peu oubliée et où on s'est attaché qu'à la péninsule arabique. Aujourd'hui, me semble-t-il, il y a peut-être quelque chose qui doit nous interpeller, c'est que le Maroc, qui est acteur des accords d'Abraham, est lui-même commandeur des croyants. En son propre royaume, ouais. Dans son propre royaume. Donc, il y a quelque chose ici qui tient, et en même temps, d'un recul de l'idéologie, du nationalisme de revendication avec des influences occidentales, vers un retour finalement à l'identité religieuse qui, somme toute, peut s'accommoder de la présence d'Israël, peut s'accommoder même d'accord avec Israël. Et le dernier point, alors je ne sais pas jusqu'où il ira ce projet, mais le projet de remettre finalement ce train qui de Haïfa pourrait retourner jusqu'à, dit-on, s'il allait jusque-là, Riyad, puisqu'il existe. Oui. C'est une formidable ruse de l'âme, puisque finalement, l'histoire rattrape l'actualité. L'Empire ottoman, qui était à l'origine du projet, finalement revient dans l'histoire par cette porte-là, les accords d'Abraham. L'accord d'Abraham, c'est réellement, à ton avis, la menace iranienne chiite qui a conduit le logos
du nationalisme arabe a remplacé l'ennemi héréditaire juif, qui est somme toute nouveau, par l'ennemi héréditaire perse, qui lui a 1000 ans d'existence et qui est doublé d'un conflit religieux parce que ce sont les chiites duodécimains sont des hérétiques au sens de la sunna, au sens du texte religieux de l'ensemble des pays arabes. Il y a de très petites communautés chiites arabes, mais aujourd'hui, ce qui fait le ciment des accords d'Abraham, au-delà du grand frère américain qui a réuni tout le monde et de l'abandon total du soutien à la cause palestinienne de la plupart de ces pays-là qui souscrivent à ces accords, c'est la menace iranienne. On parlait du Maroc, pourtant le Maroc, hein, rappelons géographiquement, le Maroc, c'est au sud de l'Espagne et sa plus grande façade, c'est sur l'Atlantique. Le Maroc est peut-être plus proche de l'Amérique géographiquement que de l'Iran. Pourtant, le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en 2018 et depuis mène une politique tout azimut pour contrer l'influence de l'Iran au Sahara occidental et à l'aide que l'Iran apporte au Polisario. Oui, parce qu'il y a peut-être quelque chose ici, tu parlais de continuum. Le continuum, finalement, du monde musulman, arabo-musulman, c'est peut-être que non pas de vouloir déclencher une guerre, comme on le dit souvent, entre chiites et sunnites, mais que de préserver, en tous les cas, ce qui est important pour ce monde-là, à savoir effectivement donc, leur identité d'origine, et ne pas la remettre en question. La remettre en question, c'est peut-être aider encore à plus de démembrement, pour reprendre l'expression qu'on a utilisée tout à l'heure. Grand démembrement, mais grande... J'espère, on espère tous, hein, réunification sous le signe de la paix, et pourquoi pas autour du projet justement du chemin de fer. Quoi de plus beau que les capitales religieuses et les capitales nationales des différents États reliées par un ensemble de paix. C'est peut-être la morale de l'histoire. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, et une réconciliation contre un autre irrédentisme, qui sera peut-être l'occasion d'une autre émission. Merci Avi pour tes analyses et pour ta sagesse. Si je puis dire, pour ses cousins éloignés, Inch'Allah, et pour les nôtres, que Dieu fasse qu'en tous les cas nous ayons la paix ici dans la région, avec la conviction que notre cause est juste, et que notre présence est elle aussi pertinente. Pertinente, j'aime bien, parce que ce que les Marocains et les autres pays arabes du Golfe ont de commun avec nous, c'est le sens de l'opportunité. Et je crois que c'est le temps aujourd'hui de l'opportunité. Écoute, saisissons les opportunités sur tous les plans, et en espérant que bientôt nous vivions peut-être une ère de changement assez important et une ère de paix comme tu l'as souhaité. Je vous remercie d'avoir assisté à ce dialogue ô combien productif, et je vous donne rendez-vous à très vite.